Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission, une émission éclair de Studio Lacan, pour laquelle nous avons le plaisir de recevoir la sénatrice et vice-présidente du Sénat, Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise. Bonsoir Laurence Rossignol. Bonsoir. Bon, vous êtes aussi ancienne ministre des familles, des droits des femmes et de l'enfance. Et cette cause du droit des femmes et la cause féminine plus généralement, est une question qui vous anime depuis longtemps. Et c'est la raison pour laquelle on souhaitait vous inviter. Ce thème, on l'a déjà abordé à 2 reprises dans une émission de Studio Lacan. Et aujourd'hui, c'est un nouvel éclairage qui nous sera donné avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présente pour cette invitation. Merci de cette invitation, je suis très honorée. Eh bien, nous allons commencer tout de suite notre discussion intitulée Une femme en politique, et puis nous aurons ensuite Pierre Sidon qui nous rejoindra pour une chronique à mi-chemin de notre conversation. Alors, Laurence Rossignol, récemment, une proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne était à l'étude au Sénat. Et elle vient d'être adoptée. Tout en se félicitant de l'interdiction des thérapies de conversion, une certaine ambiguïté dans la première formulation de cette loi faisait craindre une insécurité juridique concernant autant les praticiens du champ psy que les parents d'enfants, d'enfants qui veulent changer de genre, au cas où ils questionneraient chez l'enfant ou l'adolescent le choix de son orientation ou identité sexuelle, qui sont en voie de développement et ont besoin de pouvoir se déployer dans le temps. C'est pourquoi l'ECF a adressé une lettre, l'école lacosfreudienne a adressé une lettre à l'ensemble des sénatrices et des sénateurs. Je pense que vous avez reçu cette lettre. Et par la suite, deux amendements ont été ajoutés à cette loi afin de protéger les parents et les professionnels de cette dérive. Quel est votre avis sur cette question ? Pardon. Excusez-moi. D'abord, je crois que cette loi était utile parce que parmi les différentes dérives que l'on observe dans notre société, en particulier les dérives à dimension sectaire, il y a les thérapies de conversion, c'est-à-dire ces façons d'essayer de soigner des individus et souvent des adolescents contre leur homosexualité. De façon assez violente, très souvent. Donc, oui, alors d'abord d'une façon violente, et puis même la simple question de savoir si l'homosexualité doit être soignée mérite déjà qu'on s'interroge et qu'on n'adhère pas à ces philosophies. Et effectivement, cette loi était utile et je me réjouis qu'elle ait été adoptée au Parlement. J'ai bien suivi la question que vous avez pointée, puisque nous avons été effectivement alertés. Moi-même, je suis en discussion assez fréquente avec des confrères et consoeurs à vous, qui travaillent sur ces questions à la fois d'identité de genre, d'identité sexuée, et sur la question qui était posée, c'était est-ce que la proposition de loi telle qu'elle a été rédigée pouvait en fait être utilisée pour poursuivre des professionnels ou des parents qui auraient refusé à des adolescents un changement d'identité de genre.
C'était ça la question qui était posée. Est-ce qu'on pouvait inverser, d'un certain point de vue, le sens de la proposition de loi, et on pouvait considérer qu'un médecin qui refusait de prescrire à un jeune des hormones, des traitements hormonaux par exemple, ou des parents qui refusaient d'autoriser un certain nombre d'actes médicaux, pouvait être inclus dans le champ de la définition de la thérapie de conversion. Alors, dès lors que vous avez alerté et que l'intention du législateur n'était pas celle-ci, je crois que les amendements qui ont été déposés par la rapporteure au Sénat et qui ont été adoptés très majoritairement ont permis de lever cette ambiguïté. Pour autant, c'est des sujets qui sont en grande partie devant nous et qui ne se régleront pas à coup de proposition de loi. Oui, voilà. Et cette ambiguïté, d'ailleurs, n'était pas seulement liée à la possible interdiction d'un médecin ou d'un praticien, mais même dans la formulation, c'était même la mise en question de cette orientation ou de ce choix qui semblait un peu glissante ou pas très claire, au-delà même du fait d'interdire, avant même d'interdire, de questionner. Donc, comme on est très précautionneux en ce moment sur ces sujets, qui sont des sujets sensibles, je pense qu'on est arrivé à une rédaction de la proposition de loi qui, à cette étape, je dis bien, lève les inquiétudes qu'il pouvait y avoir. Mais je vous dis, pour autant, ces sujets sont ouverts devant nous, ils interpellent les parents, les professionnels de santé, les psys, et puis à un moment donné, pour le moment, ce n'est pas encore le cas, peut-être seront aussi interpellés les décideurs publics. Pour le moment, ça se passe en dehors de nous, et c'est très bien que ça se passe en dehors de nous, parce qu'on n'est pas à cet instant compétent pour légiférer dans un sens ou dans l'autre. On voit que dans les pays qui ont déjà légiféré, d'autres difficultés sont nées des évolutions de la loi. Mais vous avez été sensible, effectivement, à l'ambiguïté qui était présente dans le texte premier ? En fait, je ne suis pas sûre que, d'un point de vue légistique, c'est-à-dire de rédaction de la loi, les inquiétudes qui étaient exprimées étaient réelles, fondées. Pour autant, dès lors qu'on nous posait la question, il fallait y répondre pour lever les inquiétudes. Voilà. Même, vous savez, c'est souvent dans la loi, on nous alerte, on nous dit attention, tel que c'est écrit là, ça peut produire tel effet. Et nous, on est parfois assez dubitatifs sur ce que des gens lisent dans le non-dit de la loi et dans les portes que ça ouvrirait. Et pour autant, on essaye effectivement de verrouiller, on appelle ça verrouiller, c'est un peu, on essaye de border, de sécuriser la loi de façon à ce qu'elle insécurise pas ceux qu'elle est supposée protéger. Ce qui est quand même souvent au-delà de la question légale, vous avez un avis là-dessus ? Est-ce qu'il faudrait laisser un enfant de faire des opérations irréversibles, par exemple, sans qu'il puisse le questionner la chose avant, sans qu'on puisse lui demander... Qu'est-ce qu'un enfant ? Jusqu'à quand vous considérez qu'on est un enfant ? Est-ce que c'est ça ? Moi, je connais les enfants en ce qui concerne leurs droits, et après, sinon, je connais les mineurs et les majeurs. Alors, est-ce que même pour les majeurs, alors qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est une personne majeure qui veut faire une opération irréversible ? Est-ce que vous pensez que c'est légitime que dans la rencontre avec un psy, quelques questions lui soient posées, s'il va voir un psy. Je pense que dans la discussion avec un psy, il est difficile que le législateur ou moi-même mettions des limites ou des interdits sur ce qui doit se dire dans la thérapie. Ça ne nous regarde pas et ça regarde le patient et son thérapeute. Voilà, si le patient éprouve le besoin d'en parler et si le thérapeute éprouve le besoin de l'y conduire, de le guider vers ces sujets-là, bien entendu, c'est le secret du cabinet, ça. Voilà, c'est pas un sujet qui est dans le domaine public. Nos sujets et les sujets qui viendront juridiquement sont plutôt sur des opérations physiques. C'est la question d'utilisation des hormones, c'est la question des mastectomies pour des
jeunes femmes qui veulent transitionner vers devenir des garçons. C'est plutôt ces sujets-là qui peuvent intéresser le législateur. Et que l'on regarde pour le moment, je vous l'avoue, comme des objets inconnus. Voilà, d'interrogation, et pour lesquelles je pense que le législateur est absolument pas prêt à se mêler de ça. Voilà. Et je n'encouragerais pas à le faire, quoi. Bien. Bon, c'était une entrée en matière, finalement. On vous a invité aussi pour parler de vos engagements en termes plus larges. Et j'avais lu un texte dans lequel vous évoquiez le moment où la condition des femmes et la cause féministe, finalement, s'était éveillée chez vous. Vous parliez de votre enfance et du moment où vous aviez lu la chèvre de Monsieur Seguin. Et bon, il y a voilà, vous filiez la métaphore et vous écriviez une lettre à cette sœur, la chèvre, qui finissait mangée par le loup. Alors, petite question, est-ce que vous avez toujours peur du loup ? Non, j'ai pas peur du loup, mais je sais qu'on agit beaucoup pour que les petites filles aient peur du loup. Et c'est très présent dans l'imaginaire et la mythologie, les contes que l'on offre aux petites filles, de leur faire bien comprendre que le monde extérieur est un monde extrêmement dangereux, et que dans le monde extérieur, il y a le loup, et que celle qui veut aller danser ou gravir la montagne est exposée au risque d'être mangée par le loup si elle si elle franchit les interdits, si elle ne respecte pas les interdits, et si elle agit en jeune femme libre. Et donc, je sais qu'effectivement, la question de la liberté des filles et des femmes est très encadrée, et qu'on conditionne les filles pour qu'elles aient peur du loup. Il faut se dire que les loups contribuent aussi à ce qu'on ait peur d'eux, hein, quand même. Faut quand même pas... c'est pas purement fantasmatique. C'est que les loups sont actifs pour que les femmes aient peur d'eux. Mais ce qu'il y a dans la peur du loup, c'est quelque chose d'inéluctable. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas aux filles à se défendre. Voilà, quand on leur dit le loup va la manger à la fin, inéluctablement. Elle ne se défend pas. Oui, donc récemment, dans l'actualité, cette thématique finalement de la chèvre et du loup, ou du rapport de domination entre un homme et une femme, a trouvé matière à ressurgir. Et je crois que Guy Carroz avait une question à ce propos. Oui, justement, je pensais... nous avons une question sur le loup et les chèvres. Nous avons accueilli dans ce studio Sabine Procoris il y a quelques semaines, et puis elle, qui a écrit donc ce livre Le Mirage MeToo, qui est une critique de ce mouvement d'une certaine façon. Je pense que vous avez une autre position par rapport à ça, c'est-à-dire je pense, enfin vous allez nous dire, mais est-ce que pour vous c'était plutôt une rupture salutaire, ce mouvement? Est-ce qu'il a amené quelque chose qui serait salutaire dans l'histoire du féminisme? Ah, mais c'est une étape nouvelle. Il y a un avant et un après MeToo, incontestablement. Et l'après MeToo, c'est effectivement la libération, pas simplement de la parole des femmes, parce qu'en fait les femmes ont toujours parlé, mais c'est le fait qu'on les écoute, et c'est surtout la prise en compte par la société, la découverte d'ailleurs par la société de ce que sont les violences sexuelles à l'encontre des femmes et des enfants. La France est un pays étonnant. Je connais peu de pays dans lesquels, quelque temps après MeToo, des femmes aient pris la plume pour écrire que tout compte fait, elles aimaient beaucoup être importunées dans la rue, où des esprits cultivés, intelligents, écrivent et se mobilisent pour dénoncer et nous alerter sur les dangers éventuels qu'aurait MeToo pour le reste de la société. C'est assez étonnant. Il y a une espèce une espèce de crispation culturelle sur ce que serait la culture française, c'est-à-dire une culture de la galanterie, la culture
que nous on appelle ça galanterie-goujaterie dans le vocabulaire féministe, mais une espèce de culture de fait d'importuner, siffler les femmes dans la rue, mais où est le problème? Ça ferait partie de la culture française. Et puis, alors que quand même ça fait plusieurs années, enfin même longtemps, qu'on sait que la justice a beaucoup de carences en matière de prise en charge des violences sexuelles, et que on dit souvent, la statistique est probablement pas totalement sûre, mais on n'est pas loin, un viol sur 10 donne lieu à une plainte, et une plainte sur 10 donne lieu à une condamnation, ce qui fait un viol sur 100 serait condamné. Et alors que c'est quand même ça le sujet principal, c'est que on a du mal à faire prendre en charge par la justice les victimes de violences sexuelles, à faire poursuivre et condamner les auteurs. Et je vois des gens que j'ai jamais entendus auparavant d'ailleurs pour dénoncer ça, qui aujourd'hui s'inquiètent des dérives aurait MeToo. Alors, première dérive sur les rapports entre les femmes et les hommes, c'est ce qu'on entend le plus souvent, ça va aseptiser les rapports entre les femmes et les hommes, et de ce point de vue-là, ça pèse sur nos relations humaines. Bon. Et puis, en fait, on substituerait avec MeToo à la présomption d'innocence une présomption de culpabilité. Tout ça n'a pas beaucoup de sens. D'ailleurs, ce qui est intéressant quand on regarde les affaires judiciaires qui ont été provoquées par des dénonciations, soit elles se concluent par des condamnations, soit elles se concluent par des non-lieux pour prescription, parce que les faits sont trop anciens, mais jamais, pas une, ne dit que la victime a menti. Même dans une affaire qui est assez connue, qui est l'affaire Balance ton porc, dans laquelle la justice a jugé que l'homme désigné avait subi des dommages du fait de la dénonciation qui étaient disproportionnés par rapport à la dénonciation, il n'est pas dit que la femme a menti. Donc vous êtes pour la présomption de la véracité, de la crédibilité en amont du procès? En fait, quand on regarde comment est construite la justice à l'égard des femmes et des enfants, il y a une présomption de mensonge, de manipulation qui pèse sur la parole des femmes et des enfants. J'ai beaucoup de dossiers sur mon bureau parce que comme les femmes me voient à la télé et que je dois leur donner l'impression d'avoir de la volonté, de la détermination, elles me saisissent en dernier recours. C'est celles qui sont des parcours judiciaires, des labyrinthes dont elles ne sortent pas. Et donc du coup, j'ai beaucoup de dossiers sur mon bureau où des femmes expliquent qu'elles ont déposer plainte, alerter la justice contre des faits de violence sexuelle commis par leur ex-conjoint, le plus souvent, sur leurs enfants, pendant l'exercice du droit de visite et d'hébergement, pendant un week-end sur 2 ou les vacances scolaires. Et systématiquement, ces femmes n'arrivent pas à se faire entendre par la justice. Et très longtemps, quand une femme arrivait dans un commissariat ou chez le procureur pour dénoncer des faits de violence sexuelle commis sur les enfants, la première question qu'on se pose et qu'on leur pose, c'est pourquoi vous faites ça? Ça se passe pas bien avec votre ex-mari? Vous voulez le punir? Et tout ça a été d'ailleurs très bien identifié et codifié, jusqu'au point qu'aux États-Unis, on a inventé quelque chose qui s'appelle le syndrome d'aliénation parentale. Le syndrome d'aliénation parentale qui a dû être dans le DSM-5 à un moment donné, je crois, et qui est une façon de qualifier la manipulation par la mère de la parole de l'enfant. Et c'est-à-dire que les mères qui dénoncent les pères sont présumées mentir et manipuler l'enfant. Et donc, il y a une présomption de mensonge qui est posée sur la parole des femmes et des enfants, à laquelle j'oppose en effet, comme vous l'avez évoqué, une présomption de crédibilité. Et ça n'a rien à voir avec la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, elle intervient pendant le parcours judiciaire, mais on peut aussi
partir du principe qu'il faut croire les femmes et les enfants quand ils parlent. Et ce sont des drames absolus. Et ça, c'est vraiment une inversion. Mais toute la littérature est fleurie d'histoires de femmes manipulatrices et menteuses. La représentation des femmes, c'est le mensonge et la manipulation. Alors, ça tombe bien que vous parliez de littérature, puisque justement, notre collègue psychanalyste Pierre Sidon va venir nous parler, pour sa chronique, du dernier livre de Michel Houellebecq, Anéantir. Voilà. Pierre Sidon, bonsoir. Bonsoir. Vous venez nous parler du dernier livre de Michel Houellebecq. C'est toujours un événement, un livre de Michel Houellebecq. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Michel Houellebecq. Oui, ou qu'on aime le détester. Bon. En effet. Il est clivant. Alors, son nouveau roman met en scène un personnage dont le nom, Paul Raison, résonne. La littérature de Houellebecq est un peu à l'image de ce Paul Raison, qui est divisé entre passion et raison. Et c'est un peu ça le secret de cette littérature qui est un petit peu irrésolue. Raison, comme l'écrit Lacan, R-E-S-O-N. La passion, c'est celle de Paul. Saint Paul, que Houellebecq aime beaucoup, et qu'il sent présent près de lui quand il le lit. Et Saint Paul est un exemple de style pour Michel Houellebecq, l'insolent, le nerveux aux phrases cinglantes. Et puis il y a Raison, haut fonctionnaire, qui arpente le réacteur du pouvoir en tentant de déchiffrer l'époque et de faire partager au lecteur son trouble, ses doutes et sa division in fine dans un monde en permanente transformation, pour ne pas dire décomposition. Pour Houellebecq, le but final de la littérature, c'est de ne plus écrire, de parvenir à ne plus écrire. Mais il faut toujours recommencer, car on n'y arrive jamais, et on n'arrive jamais à se faire comprendre. Il charrie pourtant une réputation sulfureuse de provocateur, et notamment quant aux femmes. Eh bien, je crois qu'on se trompe. Il parle en effet de sa honte, parce que il craint, à chaque publication de roman, qu'on ne veuille plus lui adresser la parole. À chaque sortie de ses livres, parce qu'il essaye de dire le réel et que le réel, c'est pas beau. Il essaye de mettre en ordre un chaos intérieur qui est en miroir du chaos de la civilisation. Et c'est son écriture qui la lui révèle à lui-même. Il dit d'ailleurs qu'on n'écrit pas pour dire quelque chose, mais que quand on se met à écrire, c'est toujours pour chercher des choses qu'on ne sait pas. Ça nous parle à nous, ça. Et c'est l'état même du personnage d'Anéantir, pour lequel la conjonction d'un événement familial et d'une actualité planétaire vont le diviser. Et d'où le titre, car il s'agit de la pulsion de mort déchaînée, notamment dans le discours de la science. Eh bien, cette subjectivité, il va la découvrir, notamment au chevet de son père, qui est immobilisé à la suite d'un AVC et qui a un regard vitreux d'oracle. Et il va tenter de déchiffrer à la fois les énigmes d'une série d'attentats qui sont très impressionnants, qui frappent l'imagination, c'est assez réussi, et celle de son inconscient qui se réveille. Alors, subjectivation, inconscient, vous n'êtes pas en train de nous dire que Michel Houellebecq est devenu un adepte de la psychanalyse quand même? Pas tout à fait. Bon. On sait les mots durs qu'il a pu avoir, notamment dans Éloge extension du domaine de la lutte sur la psychanalyse. Je le cite, impitoyable école d'égoïsme, machine à transformer de braves filles un peu paumées en ignobles pétasses, d'un égocentrisme délirant. Fin de la citation. Mais on se souvient que Jacques-Alain Miller disait qu'en effet, à la fin d'une analyse, l'enjeu n'est pas de rester sur le solde cynique obtenu dans la cure à la fin de l'opération, mais de faire retour vers le collectif. Il y a beaucoup de rêves dans ce roman.
et ils ne sont pas édulcorés. Houellebecq a commencé dans l'écriture d'ailleurs en rédigeant ses rêves, avant d'écrire de la poésie vers 18-19 ans. Et puis, dans chacun de ses romans, il y a une critique sociale ironique, au début, qui se dissipe finalement et qui se perd dans des équivoques ou qui tourne court en fiction décevante comme dans ce roman. Si Houellebecq dit qu'il y a un côté revanche contre la parole dans l'écriture, ce qui est une phrase absolument remarquable pour nous, c'est parce qu'il se sert de la littérature là où d'autres vont parler à un analyste. Écrire pour lui d'ailleurs, c'est développer des parasites dans son cerveau, comme développer les personnages, mais la fiction voile en fait une poésie fondamentale. Il explique même qu'il a fait des choix scénaristiques dans certains de ses romans et qu'il les regrette, mais il les a fait pour pouvoir placer une assonance dans une phrase. Donc ce sont des choix sonores qui vraiment l'apparentent à Joyce, d'ailleurs, de ce point de vue-là, et pas uniquement. Parce que cette fiction voile quelque chose d'un vacarme qu'il parvient à faire taire, et il dit ça dans un vers d'un de ses poèmes qui est magnifique, « Dans l'abrutissement qui me tient lieu de grâce ». C'est d'ailleurs le sens, me semble-t-il, du signifiant plateforme, qui était le titre d'un de ses précédents romans, mais qui est aussi un signifiant qui revient très fréquemment dans les rêves du personnage d'Anéantir. Et c'est un thème qui représente un lieu sur lequel on finit par se jucher après avoir risqué de tomber à chaque instant, et encore on peut tomber une fois qu'on a atteint ce sommet. Ce risque permanent de la chute est quelque chose qui rappelle la mystique chrétienne, et dont il parle d'ailleurs dans des interviews, mais aussi chez Joyce, le « Here comes everybody ». Plateforme, c'est aussi plat de forme, comme des critiques ont épinglé son style, mais c'est aussi quelque chose qui dit son énonciation monotone, monocorde, dans le registre de la parole. Et d'ailleurs, lui-même dit de lui-même qu'il est sans passion, ce qui est très étonnant. Mais puisque le style, c'est l'homme auquel on s'adresse, disait Lacan, rajoutait Lacan, alors, oui, de cette plateforme où il est juché, Houellebecq nous parle de nous, et c'est en ça qu'il est un artiste. Bon, merci beaucoup Pierre Sidon, restez avec nous, nous allons continuer notre discussion avec Laurence Rossignol. Alors, question supplémentaire. Donc récemment, des associations féministes ont été accusées de transphobie. C'est le cas pour l'association Le Nid qui vient à l'aide aux prostituées, encore pour le collectif Féminicide par compagnon ou ex, qui décompte les féminicides par conjoint. Ces associations ont été accusées donc de transphobie. Est-ce une manifestation d'une ligne de fracture ou bien est-ce marginal eu égard à la cause féministe une cause féministe qui transcenderait encore ces divisions? En fait, on demande beaucoup aux féministes. Les féministes et le féminisme à porter et à initier toutes les réflexions et les combats sur les déconstructions des dominations systémiques. C'est-à-dire en déconstruisant la domination patriarcale, le féminisme a ouvert une brèche dans laquelle derrière sont venus se glisser et revendiquer, s'imposer un des aspects de la domination patriarcale, c'est l'homophobie, qui fait avec. Donc le mouvement contre les mouvements d'homosexualité et pour la légalisation, enfin je parle d'avant 80 par exemple, sont venus se profiter, mais dans le sens positif du terme, de la porte qu'avait ouverte le féminisme. Et puis aujourd'hui, les mouvements de personnes transgenres qui revendiquent à la fois des droits et aussi à ne pas être victime de discrimination, se tournent vers les féministes et demandent aux féministes de prendre ça en charge. La première chose que je voudrais dire, c'est qu'on a les épaules larges, c'est bien que les femmes ont l'habitude de tout faire, que la charge mentale est très forte pour nous, mais parfois on ne peut pas tout prendre en charge. Et ça, c'est la première remarque. Donc on peut avoir beaucoup de sympathie
pour les mouvements de lutte contre la transphobie ou les discriminations à l'encontre des personnes trans, et pour autant leur dire que les féministes ne peuvent pas tout le temps porter toutes les discriminations et les combats de cette société. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que dans cette affaire, effectivement, qui est extrêmement violente, et qui passe par une mise en cause forte du mouvement féministe par ce qu'on appelle les transactivistes, c'est-à-dire d'abord, c'est pas toutes les personnes trans. Oui, c'est un certain voilà, il y a des tas de personnes trans qui n'aspirent qu'à vivre leur vie tranquillement, heureux ou heureuses, et à ne pas subir de quolibets, de discrimination, et à exercer leurs droits. Et puis on a un mouvement transactiviste extrêmement actif, et qui est un mouvement qui en fait est de manière assez curieuse, n'est pas dirigé contre ceux qui discriminent, mais dirigé contre les féministes. Ce seraient les féministes qui seraient responsables. Et alors après, vous avez toute une série de choses qui courent sur le fait que, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les femmes ont un utérus, ou est-ce que dire que les femmes ont un utérus, c'est discriminer les personnes trans, les femmes trans qui n'ont pas d'utérus parce qu'avant d'être des femmes, elles étaient des hommes. Est-ce qu'on peut dire qu'une femme trans, aujourd'hui, a été un homme ou un petit garçon, et donc a été élevée, par exemple, comme un petit garçon, avant de devenir une femme trans? Et là, on a quelque chose, un nouvel objet de controverse et de violence politique tout à fait exceptionnel, parce que autant le mouvement féministe a toujours connu des débats passionnés, des polémiques, les discussions entre les universalistes, les essentialistes, toujours eu tout ça depuis le début du MLF. Là, on a affaire à une violence qu'on n'avait jamais identifiée, et qui parfois quand même ressemble un peu à de la violence masculine. Voilà, il n'y a jamais eu autant de violence dans le mouvement féministe. Mais le fond de l'affaire, il faut quand même avoir en tête ce qui est derrière, ce qui est le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est la loi de 2016 sur la pénalisation des clients de la prostitution, qui est une loi dite abolitionniste, et qui part du principe que tant que les hommes pourront acheter, vendre ou louer le corps des femmes, il n'y aura pas d'égalité possible entre les femmes et les hommes. Et qui dépénalise l'activité prostitutionnelle, maintient et aggrave la pénalisation du proxénétisme, mais crée une nouvelle infraction pénale qui est l'achat de services sexuels, c'est-à-dire qui vise le client. Or, cette loi fait l'objet d'une offensive extrêmement forte de ce que nous on appelle le lobby des proxénètes et des clients, parce que c'est des millions d'euros, le business du sexe, parce que derrière vous avez l'industrie pornographique, mais vous avez tout le business de la traite, et le business des clients, que ce soit les clients de prostituées ou les clients de vidéos pornographiques, c'est un énorme marché. Donc derrière une apparente discussion sur des concepts, la transphobie, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête, qu'est-ce qui est transphobe, qu'est-ce qui l'est pas, en sachant que par ailleurs c'est une définition extrêmement mouvante. Un jour on se réveille un matin, puis on apprend que dire quelque chose, comme ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qui jusqu'à présent semblait être une chose assez communément admise, qu'avant d'être une femme trans, on était un petit garçon élevé comme un petit garçon, devient un propos transphobe. Donc on est vraiment dans les procès staliniens dans lesquels les procureurs réécrivent la loi tous les jours. Mais derrière ça, il y a un gros enjeu économique, un gros intérêt économique. Et on trouve donc cette espèce de fusion entre les personnalités transactivistes et toute une série d'associations qui sont les associations dites de défense des travailleuses du sexe. Moi, je n'utilise pas le mot travailleuse du sexe. Je pense que le sexe n'est pas un travail, et que ce n'est pas un travail, la prostitution. Voilà. Je pense que c'est la clé de voûte des violences des violences sexuelles à l'encontre des femmes. Et en fait, on est sur un débat très, très pratique, très concret. Faut-il continuer de pénaliser les clients pour tarir la demande? En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Il faut tarir la demande. Ou est-ce qu'il faut, au contraire, réglementer, légiférer, comme le font un certain nombre d'autres pays européens, dans lesquels vous avez les zero centers, entre-temps ça s'appelait des maisons closes, mais c'est exactement la même chose, et donc est une option réglementariste. La prostitution est un métier comme les autres, et il faut encadrer la prostitution. Et il faut bien avoir en tête que derrière toute cette histoire autour de transphobes, pas transphobes, offensifs contre les féministes, qui continuent qui refusent de dire que le sexe est une construction sociale.
moi, je suis féministe, je pense, et c'est d'autres l'ont dit avant moi, le genre est une construction sociale. Le sexe est une construction biologique. Mais dans l'offensive transactiviste, qui est une offensive aussi sur les mots, sur les concepts, il est maintenant presque transphobe de ne pas accepter l'idée que le sexe serait une construction sociale. Voilà. Donc mais on a les deux aspects, à la fois ces débats-là, conceptuels, et puis en même temps un débat beaucoup plus prosaïque autour de l'organisation du marché de la traite des êtres humains et du business du sexe. D'accord. Bon, il y a aussi, dans les combats que vous menez, vous êtes présidente de l'Assemblée des femmes, et cette Assemblée des femmes a plusieurs mots d'ordre, notamment l'abolitionnisme, effectivement, dont vous nous avez parlé là, et vous mettez en avant, bon, la liste est un peu longue, des missions de cette Assemblée des femmes, mais elle est, je cite de mémoire, universaliste et se positionne à l'encontre des dominations croisées, vous dites. Et ce terme de domination croisée, c'est vrai que c'est un peu un synonyme d'intersectionnalité, mais vous n'avez pas utilisé le mot. Et souvent, on oppose maintenant universalisme et domination croisée. Du coup, est-ce que vous pourriez peut-être revenir là-dessus, nous expliquer pourquoi le terme n'a pas été choisi, et est-ce que vous cherchez consensus finalement entre ces deux branches qui agitent finalement la cause féministe? Mais je pense que le féminisme est par nature et dès son origine une approche intersectionnelle des dominations. C'est-à-dire que le féminisme a toujours intégré qu'il y a une domination sociale, celle des riches sur les pauvres, celle du patron sur l'ouvrière, une domination patriarcale ou sexuelle, celle de la domination masculine sur les femmes. Et je pense que cette idée qu'il y aurait aujourd'hui un féminisme intersectionnel qui s'opposerait au féminisme universaliste est conceptuellement fausse. Et historiquement, elle est pourtant très répandue. Elle est historiquement fausse. Après, elle est répandue parce que d'autres sujets sont venus un peu... compliquer la discussion. Dans le féminisme intersectionnel, il y a d'admettre la question sociale, la question patriarcale, la question raciale. C'est une évidence que le racisme s'additionne à la domination patriarcale et que les femmes noires subissent une domination et des discriminations racistes, en plus d'une domination patriarcale. Et puis après, sont venus un peu s'insérer là-dedans les histoires religieuses. Voilà. Et en fait, la différence entre le féminisme universaliste et le féminisme intersectionnel tel que revendiqué et utilisé comme qualification du féminisme aujourd'hui, il est autour de la question de la laïcité. Voilà, c'est ça. Ce qui fait. Et donc, pourquoi nous utilisons le mot domination croisée? Parce que nous sommes des intersectionnels laïques. C'est-à-dire que, en fait, les questions ont beaucoup tourné autour du rapport à la religion, et c'est la question du foulard islamique qui a fait surgir le débat. C'est-à-dire, est-ce que le foulard islamique est le symbole de la domination masculine? Est-ce que c'est un vêtement d'exclusion, de dissimulation du corps des femmes et donc d'exclusion des femmes de la sphère publique? C'est ce que nous pensons, nous féministes, universalistes et laïques, alors que d'autres pensent que soit l'individualisme permet de penser que chacune fait ce qu'elle veut en fait, et que c'est juste un vêtement sans connotation particulière, soit qu'il peut être aussi un instrument d'affirmation contre d'autres mécanismes de domination et d'exclusion. Et donc, en fait, voilà, si je voulais ajuster exactement où est la petite clé de différence entre domination croisée et intersectionnalité, c'est la place du religieux. Bon, merci beaucoup, merci, d'autant plus que vous avez répondu à une question que nous avons voulu poser et qu'on n'a plus le temps de poser, parce que nous arrivons là en fin d'émission. La question du religieux et du voile là, que vous venez d'évoquer. Donc, je vous remercie, Laurence Rossignol, je vous remercie aussi,
Pierre Sidon de votre participation à cette émission. Nous donnons rendez-vous à nos spectateurs le samedi prochain à 18h30 comme d'habitude. Voilà, l'émission est terminée. Merci.